Ils vont découvrir un peintre que presque personne ne connaît en Europe du Sud en tout cas, qui s'appelle Wilhelm Amershoøi, qui est un des plus grands peintres danois de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, puisqu'il est né en 1864, il est mort en 1916. Très jeune, il a décidé ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire qu'il procède beaucoup par élimination. En fait, c'est un classique comme tous les autres, c'est-à-dire c'est un peintre, il peint des paysages, il peint des portraits, il peint des nus et des intérieurs. Ce que tout le monde faisait à l'époque, c'est-à-dire pour ça il n'est pas particulièrement original. Mais c'est la manière de procéder qui est sa grande originalité, que d'ailleurs on n'avait pas vu tout à fait à l'époque, parce que j'ai mis ses amis qui faisaient aussi des peintures d'intérieur, et on s'aperçoit aujourd'hui, en les comparant, qu'évidemment Amershoøi est bien au-dessus de ses contemporains et de son époque. Depuis le XVIIIe siècle, Copenhague est la capitale des arts de tous les pays du Nord. C'est-à-dire tous les peintres qui venaient de Norvège, d'Allemagne, de Suède, de partout, faisaient leurs études à Copenhague. Donc en fait, c'était les meilleures études qu'on puisse imaginer, et c'était des études classiques comme à Paris. C'est-à-dire on entrait dans des ateliers, ensuite on entrait à l'Académie des Beaux-Arts, ce qu'a fait Amershoøi et ses contemporains. Et ensuite, lui, il est entré dans une école plus contemporaine, dirigée par Kreuer, qui était un peintre international, plus proche de l'impressionnisme. Donc en fait, il a appris vraiment tout ce qu'on pouvait apprendre à l'époque. Alors on sait qu'il peignait très lentement, il a fait moins de 400 tableaux dans sa vie. Bon, il est vrai qu'il est mort à 51 ans, mais on connaît beaucoup de peintres du même âge qui en ont fait beaucoup plus. Et on ne sait pas grand-chose sur lui parce qu'en fait, il ne parlait pas, il était très taciturne, il vivait dans son cercle privé qui était ses amis les plus proches et sa famille, et il a laissé très peu de correspondance. Donc en fait, il a d'une certaine manière tout fait pour qu'on ne sache pas ce qu'il pensait réellement. C'est-à-dire qu'il n'a jamais écrit sur son art comme beaucoup de peintres. Il a fait comme tous les peintres importants. D'abord, il a été refusé dans les expositions traditionnelles, les expositions de l'Académie. Et d'ailleurs, c'est un peu à cause de lui qu'on a créé la libre exposition, qui est en fait qui s'est inspirée du Salon des refusés français. Et donc il a exposé là-bas. Donc il était considéré quand même un peu comme avant-garde. D'autant plus qu'on lui a beaucoup reproché dès le début de mettre des murs sans ornement, des femmes qui sont sans expression, avec des robes noires. Donc déjà, on a senti sa singularité dès le début. Mais il a été très remarqué, il était vraiment connu. C'est après sa mort que sa notoriété a disparu quelque peu. Ça, c'est la chose la plus étonnante. En fait, il a énormément voyagé. Tous les Danois voyageaient, mais lui, quand il partait pour 2 ans. Donc il a beaucoup vécu en Angleterre, beaucoup en France et beaucoup en Italie. Mais il n'y a pas un seul tableau qui puisse montrer qu'il est parti à l'extérieur. Alors que c'était l'époque où tous les peintres, tous les artistes et tous les intellectuels étaient à Paris. Paris était la capitale des arts. Quand on voit les 2 expositions universelles qui correspondent, et là où il a montré des tableaux, c'est-à-dire de 1889 à 1900 par exemple, tous les gens étaient à Paris. Et les gens, justement, discutaient, on voit comment Picasso et les autres ont pu profiter de tout ce qu'on voyait. Et lui, on a l'impression qu'il était très têtu et qu'il n'a pas voulu prendre la moindre chose aux autres. Il est unique pour ça. On s'est vraiment posé la question parce que j'ai l'impression que c'est ce vide apparent. C'est-à-dire que d'abord c'est un peintre qui travaille énormément ses compositions. Et comme pour ça on en a la preuve que quand il voyait quelque chose, il enlevait la moitié de ce qu'il voyait pour le représenter sur le tableau. Donc il procède vraiment par élimination. Et d'une certaine manière, comme Mondrian, qui est presque son contemporain, d'une manière totalement géométrique. C'est beaucoup les verticales, les horizontales. Le tableau 5 portraits est un tableau magistral dans l'œuvre d'Amershoøi qui ne ressemble à aucun de ses autres tableaux et qu'il considérait lui-même comme son chef-d'œuvre. Donc il voulait absolument que le Musée national danois l'achète, ce qui ne s'est pas fait. Donc il l'a vendu à un collectionneur suédois
qu'il l'a laissé dans sa maison. Il a donné sa maison qui est devenue un musée. C'est à Stockholm, ça s'appelle la Tilska Collection. Et d'abord, c'est la première fois qu'on le montre en France, parce qu'avant on ne pouvait pas le sortir. Vous voyez les dimensions extraordinaires. Et ce tableau représente son cercle. Ce sont ses amis, une partie de sa famille. Donc complètement à gauche, vous avez Tovard Bidensbøl, qui était à la fois architecte et designer. Ensuite, à côté de lui, vous avez Karl Madsen, qui est une personne très importante parce qu'il était critique d'art. C'est lui qui a fait la carrière d'Hammershøi. À la fin de sa vie, il était directeur du Musée national. Et quand Hammershøi est mort en 1916, son grand collectionneur, qui s'appelait Bramsen, a déposé au Musée national une vingtaine de tableaux d'Hammershøi, alors qu'il n'y en avait pas. Les musées ne l'avaient pas encore acheté. À côté, vous avez Willumsen, qui est un peintre qui a fait toutes ses études aussi avec Hammershøi. C'est un peintre qui ne correspond pas, c'est pas du tout la même façon de peindre, il est beaucoup plus proche du symbolisme. Et à côté, vous avez Karl Ohlse, qui est très important parce que vous le verrez dans l'exposition, c'est un des deux peintres qui peignaient des intérieurs, comme Hammershøi, et comme Peter Ilsted, il a suivi toute sa vie et il a porté son cercueil à son enterrement. Et le portrait d'Ohlse a fait scandale parce que vous voyez dans le coin du tableau qu'il a mis ses deux grands pieds en évidence, alors que dans les premières esquisses, c'était un vase. Et devant la table de profil, vous avez Sven Hammershøi, qui est son jeune frère. Vous comprenez bien que c'est une réunion d'amis, une réunion d'artistes, et on a l'impression d'assister à un repas d'enterrement, avec ce côté très strict, mais qui est dû aussi à l'ambiance protestante de tous les pays du Nord, et qui fait fortement penser, et pour une bonne raison, au fameux film de Gabriel Axel qui date de 1987, Le Festin de Babette, où il y a justement un festin qui est autour d'une table blanche avec des bougies et tous les convives sont en noir autour. Et j'ai compris en lisant certains interviews d'Axel qu'en fait il s'était inspiré d'Hammershøi. Hammershøi n'était pas en soi un révolutionnaire, c'est son art qui l'est, mais lui, sa manière de voir les choses, il faisait les mêmes choses que les autres peintres. Il a fait un certain nombre de paysages, simplement ces paysages sont vraiment différents des autres, parce que, comme pour le reste de sa peinture, il travaille par élimination, c'est-à-dire qu'il ne peint pas vraiment ce qu'il voit, il peint ce qu'il veut voir. Et dans ces paysages, nous savons que ce sont des paysages tout près de Copenhague, qui sont donc très peuplés, avec des gens, des animaux et tout ça, et lui enlève tout ce qui peut gêner. C'est comme s'il présentait son paysage intérieur et qu'il l'appliquait à ce qu'il voyait. Donc c'est très fascinant. Et nous avons en particulier deux exemples qui sont parmi les plus beaux de ce qu'Hammershøi a pu faire. Le tableau qui est à ma droite, qui est au National Museum de Stockholm. Vous avez ces lignes presque abstraites et puis les nuages au-dessus. C'est-à-dire qu'on a une impression de simplicité, ce qui évidemment n'est pas le cas, parce que c'est au contraire extrêmement sophistiqué, puisqu'il construit ces tableaux. Et on a une impression, non pas de vide, mais en tout cas d'une sorte de paix. On a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'action. Et ça, c'est une des choses à laquelle il tient. Et derrière moi, il y a vraiment, à mon avis, le plus beau, qui est dans la Tilska Collection, qui est donc à Stockholm, qui est ce tableau presque abstrait, encore une fois, comme Mondrian a pu faire après, c'est-à-dire on voit un coin de mer et puis une ligne avec d'autres détails, mais très très peu. Et on a l'exemple de son frère, parce qu'il a peint beaucoup avec son frère, oui, quand ils allaient à la campagne, et son frère, dans une lettre à sa sœur, à leur sœur, raconte qu'ils sont dans une forêt et que lui s'intéresse beaucoup, il y a des dolmens, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc Sven Hammershøi dit, moi je vais peindre cela, mais Willem, non. Il éliminera ce qu'il voit pour mettre dans son propre tableau. Dans la première partie du XIXe siècle au Danemark, il y avait ce qu'on appelait le siècle d'or de la peinture danoise, donc de la première moitié. En particulier, le grand maître de cette époque, c'était Eckersberg, qui avait fait ses études à Paris dans l'atelier de David, donc au début, dans les années 1800, 1804, quelque chose comme ça. Et c'est lui qui a apporté au Danemark le nu. Parce qu'en fait, pays puritain,
on ne faisait pas de nus dans les ateliers. Mais lui a introduit cette nouvelle tradition à l'Académie. Ce qui fait que quand Amershøi a commencé à peindre, c'était vraiment une tradition. Simplement, lui la détourne comme d'habitude, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un nu comme Eckersberg et les autres faisaient, qui était un nu assez sensuel, avec des couleurs, lui en fait une sorte de constat clinique très, très étonnant pour l'époque, puisque c'est 1910. Il n'a fait que 2 nus à la même époque. Et son biographe, Bramsen, a dit que ça l'avait épuisé, donc il n'en a plus jamais fait. Et ce que nous avons dans la salle, ce sont des esquisses de nus qui ont été faites à l'Académie quand il était beaucoup plus jeune. Et ces 2 nus sont fondamentaux parce que, d'abord, je trouve qu'ils annoncent complètement l'art allemand et l'art français des années 20 et des années 30. C'est-à-dire qu'on ne veut plus montrer, je ne dirais pas que la chair est triste, mais en tout cas, il ne s'intéresse pas au réalisme et à la manière de montrer un nu féminin. Alors, on peut considérer que c'est réaliste, mais on a l'impression aussi que ça se passe dans une chambre d'hôpital avec cette femme. Bon, cette femme ne regarde pas, mais vous verrez que dans tous les tableaux d'Amershøi, les modèles ne regardent jamais devant eux, ne regardent jamais le peintre. En tout cas, c'est vraiment une œuvre d'avant-garde, celle-ci. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les artistes, on ne s'en souvient plus, mais tous les artistes en Europe, fin du 19e siècle, vous savez qu'à Paris, il y a ça se passe entre 2 expositions universelles à Paris, 1889, 1900, dans lesquelles ils montrent. Ça veut dire que tous les artistes d'Europe montraient ensemble leurs œuvres. Et il a participé à une biennale en Italie, où il a reçu la médaille d'or. C'est à ce moment-là que le musée des Offices de Florence lui commandait un autoportrait. Il ne leur a pas donné de son vivant, mais sa femme a décidé de respecter son vœu, et donc 4 ans après sa mort, en 1920, elle a donné un autoportrait, mais on ne sait pas si c'est celui-là qu'il dessinait, un autoportrait, et quand elle l'a donné, son beau-frère, Peter Ilsted, en a fait une mezzoteinte, c'est-à-dire une gravure, pour en garder le souvenir au Danemark. Et nous avons la chance d'avoir les 2 œuvres, l'une à côté de l'autre. Nous sommes en face d'un intérieur que je dirais typique de l'art d'Amershøi. Il se sert de son appartement, qui est son studio d'une certaine manière, mais à chaque fois il compose d'une manière très géométrique son intérieur. C'est-à-dire il accroche ou il décroche ce qu'il y a au mur, puisqu'il habitait un appartement classique, mais comme celui des autres, c'est-à-dire avec beaucoup de choses, des rideaux, des meubles, des assiettes, des choses accrochées au mur. Et on sait que lui enlevait tout cela, il composait, si j'ose dire, son tableau, sa composition dans sa tête avant de le peindre. Et ce tableau est parfaitement typique pour 2 raisons. Première raison, il figure sa femme. Et sa femme, il le dit lui-même, c'est une partie intrinsèque de son œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, même si on a l'impression qu'il la considère comme un objet, puisqu'il la met toujours de dos, et on ne sait jamais ce que cette femme fait, elle pose un peu comme un meuble. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin, évidemment. Il n'aurait pas pu peindre sans elle, ça c'est certain. Mais c'est une présentation qu'on retrouve dans un certain nombre d'intérieurs d'Amershøi. C'est un tableau, il y en a un autre dans l'exposition, qui est une variante, mais dans lequel les 2 petits cadres ne sont plus accrochés, sa femme n'est plus dans cette encoignure de fenêtre, et il a mis à la place une chaise. C'est très surprenant, parce qu'en même temps, ça explique complètement comment il travaille, avec cette touche chatoyante, où le contour est toujours un peu estompé. On a eu une chance exceptionnelle qu'un des plus grands collectionneurs d'art danois, qui est l'ambassadeur Loeb, qui a à peu près 200 peintures danoises dans sa maison de New York, a été d'une générosité extrême et nous a prêté un certain nombre de tableaux, dont celui-ci qui n'a jamais été montré. Je pense qu'il faut venir voir Amershøi parce qu'on est dans une civilisation où on est absolument bon voir des images tout le temps, des images, l'une pousse l'autre, toujours. Et quand on est en face de l'intérieur d'Amershøi, on se met à penser un peu, en tout cas on est emporté ailleurs. Et je trouve que cette coupure avec le temps d'aujourd'hui, c'est ce qui nous fait aimer une œuvre d'art.